Mardi 17 juillet 2018. Il est 23h30. La chaleur est un monstre poisseux qui refuse de crever. Même la nuit, 32 degrés sur le thermomètre de la bagnole des flics. L'air empeste un mélange bizarre de terre retournée, de poudre brûlée et d'urine. La mienne. J'ai pissé sur mon survêt de l'OL, là, par terre, dans ce putain de jardin trop parfait de Sainte-Foy-les-Lyons. Ce soir-là, en sonnant à la porte de ce pavillon de vieux, on a frappé à la porte du diable. On a signé notre arrêt de mort. Attends, laisse-moi te dire un truc avant de continuer. L'histoire que je vais te balancer, celle que les journaux ont maquillée en « légitime défense courageuse », elle dérange. Mon propre avocat m'a dit de la boucler si je voulais pas prendre perpète. Alors avant que les Schmitt ou les services secrets fassent sauter cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, partage, fais tourner. Il faut que la vérité sorte du trou où ils l'ont enterrée. Voilà. Maintenant, t'es complice. T'es dans la merde avec moi. Alors, on peut y aller. Rembobine la cassette, juste 3 heures en arrière. Quand on était encore les rois du pétrole, les seigneurs de Vénitieux, persuadés que le monde nous appartenait. Une époque où notre plus gros problème était de savoir si on allait cramer le plein du T-Max volé de la veille en une seule nuit. On était jeunes, on était cons. Et on était invincibles. Notre équipe C était le sang. Il y avait Samir, le cerveau, toujours à chercher le prochain plan, le prochain billet facile. Driss, la force tranquille, un monstre de 100 kilos qui parlait peu, mais qui pouvait te coucher d'une seule main. Et Youssouf, le petit frère, toujours prêt à nous suivre au bout du monde pour prouver sa valeur. Et puis moi, Hakim, le fougueux, comme il m'appelait, parce que j'avais le feu en moi, une rage de vaincre, une envie de bouffer la vie. On traînait aux Minguettes, notre royaume de béton. La journée, on charbonnait un peu, histoire de dire. On tenait les murs, on faisait tourner le business. Mais notre vraie vie commençait la nuit. Sur nos scooters, des Yamaha T-Max 560 tout neufs, on était les maîtres de la ville. Le bruit du moteur, C était notre hymne. On se sentait puissant, intouchable, protégé par cet agrat, cette arrogance qui nous servait de bouclier contre la haisse ambiante et la peur du lendemain. La hiérarchie était simple, basée sur le respect et la peur qu'on inspirait. On portait nos survêtements Lacoste et nos TN requins comme des uniformes, des symboles de notre statut. La sacoche Gucci en bandoulière, même si elle venait du marché de la Plaine, C était notre mallette de PDG. On se croyait dans un film, des affranchis version lyonnaise, et chaque jour était une nouvelle scène où on devait prouver qu'on était les plus forts, les plus malins. Puis le plan est tombé. C'est une Pouki, une petite indique qui nous devait de l'oseille, qui a craché le morceau. Un vieux, plein aux as, qui vivait seul dans une immense villa à Sainte-Foy. Sa femme était à l'hôpital pour plusieurs jours. Pas de voisins proches, pas d'alarme visible. Le jackpot. Un casse propre, sans violence si possible. Juste entrer, prendre les bijoux, la thune, peut-être les clés de la grosse Mercedes dans le garage et disparaître dans la nuit. L'excitation a tout balayé sur son passage. La prudence? On ne connaissait pas ce mot. L'arrogance était notre drogue. On a visualisé la scène des dizaines de fois dans nos têtes. Le vieux qui tremble, qui nous supplie de ne pas lui faire de mal, qui nous donne tout ce qu'il a. On se voyait déjà dépenser le butin, flamber dans les bars à chicha, acheter les dernières paires de baskets. L'échec n'était même pas une option. On a préparé le coup en 1 heure, à l'arrache, comme d'habitude. On a troqué les T-Max contre une Audi A3 volée la semaine d'avant, plus discrète pour ce genre de quartier. J'ai vérifié mon arme, un vieux pistolet Tokarev TT-33, une antiquité russe, mais sa détonation suffisait à faire peur à n'importe quel civil. Samir avait une simple bombe lacrymo. Pour nous, c'était largement suffisant. On partait à la chasse, et notre proie était un agneau. Le trajet jusqu'à Sainte-Foy-les-Lyons a été comme un voyage dans une autre dimension. On a quitté le bruit, les odeurs de kebab et de béton chaud de Vénitieux, pour entrer dans un silence presque religieux. Des rues larges et propres, bordées d'arbres, des maisons immenses cachées derrière des portails hauts comme des forteresses. Ça sentait l'herbe coupée et le fric. Un monde qui n'était pas le nôtre. Un monde qu'on venait piller sans le moindre scrupule. On a garé l'Audi un peu plus loin, dans une rue sombre, et on a approché à pied. La villa était exactement comme la Pouki l'avait décrite. Grande, isolée, avec un jardin qui semblait s'étendre sur des kilomètres. Toutes les lumières étaient éteintes, sauf une
une petite lueur jaunâtre qui filtrait à travers les volets du rez-de-chaussée. Le silence était total, seulement brisé par le chant des grillons. Un décor de film d'horreur parfait, sauf que c'était nous, les monstres. On s'est posté derrière une haie pour observer. Et c'est là qu'on l'a vu, le papy. Il était dans son jardin, éclairé par un petit projecteur. Il portait un simple marcel blanc, un short de jardinage beige et des sandales. Il était en train d'arroser ses rosiers, le dos légèrement voûté. Il avait l'air si frêle, si inoffensif. Une cible de rêve. On pouvait presque entendre le bruit des billets de banque qui nous appelaient. Samir a étouffé un rire. « Regarde-le, miskin, il va se chier dessus, le pauvre. » On a tous ricané avec lui. Notre plan, déjà simple, est devenu une évidence. Plus besoin de finesse. Driss et Youssouf allaient les contourner par le jardin pour bloquer la sortie arrière. Moi et Samir, on allait passer par la grande porte. On allait sonner, gentiment. Une formalité. Ça allait être du gâteau. Une promenade de santé. On a attendu qu'il rentre à l'intérieur. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde pesant une tonne. L'adrénaline commençait à monter, ce mélange familier de peur et d'excitation qui te fait te sentir plus vivant que jamais. On a fait un dernier signe de tête à Driss et Youssouf qui ont disparu dans l'obscurité du jardin. Puis, avec Samir, on a longé le muret et on s'est retrouvés devant la porte d'entrée. C'était le moment. Je sentais le poids du Tokarev dans la poche de mon survêtement. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Samir, à côté de moi, semblait parfaitement calme, comme toujours. Il a appuyé sur la sonnette. Le son a retenti dans le silence de la nuit, strident, presque sacrilège. On a attendu. 1 seconde, 10 secondes. Puis, on a entendu des pas lents, traînants, qui s'approchèrent de l'autre côté. La porte allait s'ouvrir. La porte s'est ouverte. Le vieux se tenait là dans l'encadrement. Il nous a regardés sans un mot. Il n'avait pas l'air surpris ni effrayé, juste neutre. Ses yeux clairs nous fixaient, passant de moi à Samir, puis de nouveau à moi. Il analysait. J'ai sorti le pistolet, je l'ai pointé vers lui, essayant de mettre toute la hagra du monde dans ma voix. « Wesh, le vieux, tu vas être gentil, tu nous laisses entrer, on veut juste discuter. » Il n'a pas bronché. Il n'a même pas jeté un œil à l'arme que je tenais. Son regard est resté fixé sur le mien. Était un regard que je n'avais jamais vu. Pas de la peur, pas de la colère. Était un regard vide, froid, comme celui d'un animal qui évalue une menace. Il y avait une profondeur dans ses yeux, une histoire que je ne pouvais pas déchiffrer, et ça a commencé à me mettre mal à l'aise. Samir, sentant mon hésitation, a pris le relais. Il a fait un pas en avant, menaçant. « T'as pas entendu ? Ouvre la porte en grand et recule. Fais pas le malin, on n'a pas ton temps. » Le vieux n'a toujours rien dit. Il a juste hoché la tête, très lentement. Puis, il a fait un pas en arrière, nous laissant le passage pour entrer dans le couloir de sa maison. Son calme était anormal. Était terrifiant. J'ai senti le premier frisson de doute me parcourir aile et chine. Quelque chose clochait. Les victimes sont censées crier, supplier, pleurer. Elles ne vous invitent pas à entrer avec un calme olympien. On est entré, Samir en premier, moi juste derrière, balayant la pièce avec mon arme. Le couloir était sombre, ça sentait la cire et le renfermé. Une odeur de maison de grands-parents, mais l'ambiance était glaciale, pesante. Le vieux a refermé la porte derrière nous, et c'est là que tout a basculé. Le bruit, ce « N » n'était pas le son normal d'un penne qui entre dans une gâche. Était un clic métallique, lourd, puissant. Le son d'une serrure électromagnétique qui s'enclenche. Un son de prison, un son de piège. Et dans ce silence de mort, ce clic a résonné dans ma tête, comme un coup de feu. C'est à ce clic précis que j'ai compris. J'ai tout compris en une fraction de seconde. La panique a commencé à monter dans ma gorge, acide et brûlante. On n'était pas en train de cambrioler une maison. On venait de se faire enfermer dedans. La proie, ce N n'était pas lui. C'était nous. On était tombés dans la gueule du loup, et il venait de refermer sa mâchoire sur nous. Mon regard a croisé celui de Samir. J'ai vu la même lueur de panique dans ses yeux. Notre arrogance, notre confiance, tous étaient évaporés en un instant, remplacés par une peur primitive, animale. On était piégés. Le vieux se tenait toujours là, immobile, à quelques mètres de nous, dans la pénombre du couloir, et pour la première fois, j'ai vu un très léger sourire se dessiner sur ses lèvres. « Tu aurais fait quoi à ma place? Tu cries, tu tires, tu essaies de défoncer la porte ?» On était paralysés. Le cerveau ne fonctionnait plus.
On était passé du statut de prédateur à celui de proie en moins de 30 secondes. Le silence était assourdissant. Chaque seconde qui passait était une torture. On attendait. On ne savait pas quoi, mais on savait que quelque chose d'horrible allait se produire. Et puis, le chaos. Un bruit assourdissant, une explosion venue du jardin, un boom qui a fait trembler les murs de la maison et vibrer mes tympans. J'ai tout de suite pensé à Driss et Youssouf. Un hurlement a suivi, un cri de douleur et de surprise, vite étouffé. C'était la voix de Driss. Ils avaient marché sur quelque chose. Un piège. Le plan du vieux se déroulait à la perfection. À l'intérieur, l'explosion a servi de signal. Le vieux a bougé. Et ce n'était pas le mouvement d'un homme de 72 ans. Il s'est jeté au sol avec une agilité et une vitesse qui défiaient la logique. Il n'a pas roulé, il a pivoté sur lui-même, disparaissant de ma ligne de mire. J'ai tiré, par pur réflexe. La détonation du Tokarev dans le couloir étroit m'a rendu à moitié sourd. La balle s'est fichée dans le mur. Il était déjà sur sa mire. Il a surgi de l'ombre comme un fantôme. Il n'a pas frappé au visage. Son mouvement était court, précis, presque chirurgical. Une clé de bras fulgurante. J'ai entendu l'os de l'épaule de Samir craquer, un son sec et horrible. Samir a hurlé et a lâché sa bombe lacrymo. Le vieux l'a désarmé et l'a projeté contre le mur en un seul mouvement fluide. C'était une chorégraphie mortelle. Puis ce fut mon tour. J'ai essayé de le viser à nouveau, mais il était trop rapide. Il a foncé sur moi, pas de face, mais en biais, utilisant mon angle mort. Je n'ai senti qu'un choc violent à la gorge. Un coup de coude. L'air a été chassé de mes poumons. Je suis tombé à genoux, suffocant, essayant de reprendre ma respiration. Le pistolet m'a glissé des mains. J'y étais neutralisé. Je n'ai jamais vu une telle violence. Ce N n'était pas une bagarre de rue. C était autre chose. C était méthodique, efficace, dénué de toute émotion. Il ne frappait pas au hasard pour faire mal. Chaque coup était calculé. Le genou, le coude, la gorge, les articulations. Il ne cherchait pas à tuer. Il cherchait à casser, à immobiliser. C était un professionnel, un soldat. La vérité m'a frappé en pleine gueule. Au sol, la tête me tournait. J'entendais Samir gémir de douleur. Dehors, plus un bruit. Driss et Youssouf avaient été traités de la même manière, j'en étais sûr. En moins de 60 secondes, notre équipe de rois du monde avait été démantelée, mise hors d'état de nuire par un seul homme, un retraité qui arrosait ses fleurs quelques minutes plus tôt. L'humiliation était totale, absolue. Le vieux s'est approché de moi. Il a ramassé mon Tokarev, l'a examiné d'un œil expert, puis l'a mis dans la poche de son short de jardinage. Il m'a regardé allongé par terre, pitoyable. Toujours pas de colère dans ses yeux, juste une sorte de lassitude, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il a posé son genou sur ma nuque, m'appliquant juste assez de pression pour que je comprenne que je ne devais plus bouger. Le combat était terminé. Samir avait le bras déboîté et pleurait silencieusement dans un coin. Moi, j'y étais plaqué au sol, le goût du sang et de la défaite dans la bouche. J'ai pensé à mes TN blanches, neuves. Elles devaient être dégueulasses maintenant. Ce détail absurde m'a traversé l'esprit alors que J était en train de vivre le pire moment de ma vie. C'est con, la tête d'un homme. Et puis, au loin, le son que tout mec de la cité redoute plus que tout. La sirène de ton des keufs. D'abord lointaine, puis de plus en plus proche, de plus en plus forte. Elle se dirigeait droit sur nous. Il nous avait pas seulement piégés et neutralisés. Il avait déjà appelé la police. Il savait qu'on venait. La Pouki ne nous avait pas donné un plan. Elle nous avait vendus. La BAC est arrivée en force, gyrophare hurlant, porte qui claque. Ils ont défoncé la porte d'entrée que le vieux avait probablement déverrouillée à distance. Ils sont entrés, armes au poing, prêts pour une prise d'otage. Et ils nous ont trouvés là, 4 durs de la cité, maîtrisés, au sol, en train de pleurer ou de gémir. Et un vieil homme en short qui les attendait calmement dans son couloir. L'humiliation suprême. Les policiers, au lieu de nous sauter dessus, ont d'abord parlé au vieux, avec respect. « Ça va, mon adjudant-chef ? Ils ne vous ont rien fait, adjudant-chef ?» Le mot a résonné, j'ai compris. Légion étrangère, parachutiste. Un de ces mecs dont on entend les légendes, ces machines de guerre que l'État envoie dans les pires endroits du globe. On avait essayé de cambrioler un putain de héros de guerre. Pendant qu'il le traitait avec déférence, nous, on se faisait menotter brutalement, la gueule contre le sol. Les insultes fusaient. Alors les caïds,
On fait moins les malins? J'ai vu le regard de Samir. La Agra avait disparu. Il n'y avait plus que de la honte. On était passé de prédateur à blague en l'espace d'une soirée. La nouvelle allait faire le tour de la cité. Notre réputation était finie. Au tribunal, ça a été rapide. Notre avocat a essayé de plaider la jeunesse, l'erreur, mais les faits étaient là. Cambriolage à main armée, en réunion, avec effraction. La version du vieux a été prise pour argent comptant. Légitime défense. Il a dit qu'il avait eu peur pour sa vie et qu'il s'était défendu comme il pouvait. Personne n'a parlé des pièges, de la serrure électromagnétique, de la neutralisation militaire. L'affaire a été étouffée. On a pris cher. 5 ans ferme pour moi, pareil pour Samir. Driss et Youssouf, un peu moins. 5 ans. Une éternité quand tu en as 22. 5 ans pour réfléchir à cette nuit du 17 juillet. 5 ans pour repasser en boucle chaque seconde, chaque erreur, chaque moment de cette arrogance stupide qui nous a conduits tout droit dans le mur, ou plutôt dans la maison d'un légionnaire à la retraite. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je t'ai écrit ces mots depuis ma cellule à la prison de Corbas. J'ai eu le temps de penser. J'ai appris par mon avocat, qui a fait quelques recherches, qui était vraiment ce papy, adjudant-chef du 2e régiment étranger de parachutistes, spécialiste en déminage et combats rapprochés. Il avait servi au Tchad, en ex-Yougoslavie, en Côte d'Ivoire. Des endroits où la vie ne vaut rien. On jouait aux gangsters avec nos survêtements de l'OL et nos T-Max volés. On se prenait pour des loups, les rois de la jungle de béton. On pensait que la peur qu'on inspirait dans notre quartier faisait de nous des hommes forts. Ce jour-là, on n'est pas entré dans la maison d'un vieux. On est entré de notre plein gré dans la cage d'un vrai lion. Un vieux lion peut-être, mais un lion quand même. La leçon, je l'ai apprise à la dure. Il y a toujours un plus gros poisson dans la mare. On se croyait au sommet de la chaîne alimentaire de la rue, mais il existe d'autres chaînes, d'autres hiérarchies. La rue t'apprend la violence, la survie, la agra. Mais des mecs comme lui, la violence, ils ne l'ont pas apprise. Ils l'ont enseignée dans les déserts et les jungles du monde entier. J'ai déconné. J'ai cru que l'arrogance suffisait, que montrer les dents était une preuve de force. J'ai confondu l'âge avec la faiblesse. Mais face à la discipline, l'entraînement et des décennies d'expérience du combat réel, la agra, mon pote, c'est du vent. C'est juste du bruit avant de se faire briser les os en silence par un homme qui sait exactement où frapper. Mardi 17 juillet 2018. Il est 23h30. La chaleur est un monstre poisseux qui refuse de crever. Même la nuit, 32 degrés sur le thermomètre de la bagnole des flics. L'air empeste un mélange bizarre de terre retournée, de poudre brûlée et d'urine. La mienne. J'ai pissé sur mon survêt de l'OL, là, par terre, dans ce putain de jardin trop parfait de Sainte-Foy-les-Lyons. Ce soir-là, en sonnant à la porte de ce pavillon de vieux, on a frappé à la porte du diable. On a signé notre arrêt de mort. Attends, laisse-moi te dire un truc avant de continuer. L'histoire que je vais te balancer, celle que les journaux ont maquillée en « légitime défense courageuse », elle dérange. Mon propre avocat m'a dit de la boucler si je voulais pas prendre perpète. Alors avant que les Schmitt ou les services secrets fassent sauter cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, partage, fais tourner. Il faut que la vérité sorte du trou où ils l'ont enterrée. Voilà. Maintenant, t'es complice. T'es dans la merde avec moi. Alors, on peut y aller. Rembobine la cassette, juste 3 heures en arrière. Quand on était encore les rois du pétrole, les seigneurs de Vénitieux, persuadés que le monde nous appartenait. Une époque où notre plus gros problème était de savoir si on allait cramer le plein du T-Max volé de la veille en une seule nuit. On était jeunes, on était cons. Et on était invincibles. Notre équipe C était le sang. Il y avait Samir, le cerveau, toujours à chercher le prochain plan, le prochain billet facile. Driss, la force tranquille, un monstre de 100 kilos qui parlait peu, mais qui pouvait te coucher d'une seule main. Et Youssouf, le petit frère, toujours prêt à nous suivre au bout du monde pour prouver sa valeur. Et puis moi, Hakim, le fougueux, comme il m'appelait, parce que j'avais le feu en moi, une rage de vaincre. On traînait aux Minguettes, notre royaume de béton. La journée, on charbonnait un peu, histoire de dire. On tenait les murs, on faisait tourner le business, mais notre vraie vie commençait la nuit. Sur nos scooters, des Yamaha T-Max 560 tout neufs, on était les maîtres de la ville. Le bruit du moteur, était notre hymne. On se sentait puissant, intouchable, protégé par cette agra. Cette arrogance qui nous servait de bouclier contre la haisse ambiante
et la peur du lendemain. La hiérarchie était simple, basée sur le respect et la peur qu'on inspirait. On portait nos survêtements de l'OL et nos TN requins comme des uniformes, des symboles de notre statut. La sacoche Gucci contrefaite en bandoulière, ZE, était notre mallette de PDG. On se croyait dans un film, des affranchis version lyonnaise, et chaque jour était une nouvelle scène où on devait prouver qu'on était les plus forts, les plus malins, et que personne ne pouvait nous tester. Puis le plan est tombé. C'est une Pouki, une petite indique qui nous devait de l'oseille, qui a craché le morceau. Un vieux, plein aux as, qui vivait seul dans une immense villa à Sainte-Foy. Sa femme était à l'hôpital pour plusieurs jours. Pas de voisins proches, pas d'alarme visible. Le jackpot, un casse propre, sans violence si possible. Juste entrer, prendre les bijoux, la thune, peut-être les clés de la grosse Mercedes dans le garage, et disparaître. L'excitation a tout balayé sur son passage. La prudence, on ne connaissait pas ce mot. L'arrogance était notre drogue. On a visualisé la scène des dizaines de fois dans nos têtes. Le vieux qui tremble, qui nous supplie de ne pas lui faire de mal, qui nous donne tout ce qu'il a. On se voyait déjà dépenser le butin, flamber dans les bars à chicha, acheter les dernières paires de baskets. L'échec N n'était même pas une option. On a préparé le coup en 1 heure, à l'arrache, comme d'habitude. On a troqué les T-Max contre une Audi A3 volée la semaine d'avant, plus discrète pour ce genre de quartier. J'ai vérifié mon arme. Un vieux pistolet Tokarev TT-33, une antiquité russe, mais sa détonation suffisait à faire peur à n'importe quel civil. Samir avait une simple bombe lacrymo. Pour nous, c'était largement suffisant. On partait à la chasse et notre proie était un agneau. Le trajet jusqu'à Sainte-Foy-les-Lyons a été comme un voyage dans une autre dimension. On a quitté le bruit, les odeurs de kebab et de béton chaud de Vénitieux pour entrer dans un silence presque religieux. Des rues larges et propres, bordées d'arbres, des maisons immenses cachées derrière des portails hauts comme des forteresses. Ça sentait l'herbe coupée et le fric. Un monde qui n'était pas le nôtre. Un monde qu'on venait piller sans le moindre scrupule, avec la certitude des rois. On a garé l'Audi un peu plus loin, dans une rue sombre, et on a approché à pied. La villa était exactement comme la Pouki l'avait décrite. Grande, isolée, avec un jardin qui semblait s'étendre sur des kilomètres. Toutes les lumières étaient éteintes, sauf une petite lueur jaunâtre qui filtrait à travers les volets du rez-de-chaussée. Le silence était total, seulement brisé par le chant des grillons. Un décor de film d'horreur parfait, sauf que c'était nous, les monstres. On s'est posté derrière une haie pour observer. Et c'est là qu'on l'a vu, le Hipapi. Il était dans son jardin, éclairé par un petit projecteur. Il portait un simple marcel blanc, un short de jardinage beige et des sandales. Il était en train d'arroser ses rosiers, le dos légèrement voûté. Il avait l'air si frêle, si inoffensif. Une cible de rêve. On pouvait presque entendre le bruit des billets de banque qui nous appelaient depuis sa maison. Samir a étouffé un rire. « Regarde-le, miskin. Il va se chier dessus, le pauvre. » On a tous ricané avec lui. Notre plan, déjà simple, est devenu une évidence. Plus besoin de finesse. Driss et Youssouf allaient contourner par le jardin pour bloquer la sortie arrière. Moi et Samir, on allait passer par la grande porte. On allait sonner, gentiment. Une formalité, ça allait être du gâteau. Une promenade de santé pour récupérer notre oseille. On a attendu qu'il rentre à l'intérieur. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde pesant 1 tonne. L'adrénaline commençait à monter, ce mélange familier de peur et d'excitation qui te fait te sentir plus vivant que jamais. On a fait un dernier signe de tête à Driss et Youssouf qui ont disparu dans l'obscurité du jardin. Puis, avec Samir, on a longé le muret et on s'est retrouvés devant la porte d'entrée. C'était le moment. Je sentais le poids du Tokarev dans la poche de mon survêtement. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Samir, à côté de moi, semblait parfaitement calme, comme toujours. Il a appuyé sur la sonnette. Le son a retenti dans le silence de la nuit, strident, presque sacrilège. On a attendu 1 seconde, 10 secondes, puis on a entendu des pas lents, traînants, qui s'approchèrent de l'autre côté. La porte allait s'ouvrir sur notre victoire. La porte s'est ouverte. Le vieux se tenait là, dans l'encadrement. Il nous a regardés, sans un mot. Il n'avait pas l'air surpris, ni effrayé, juste neutre. Ses yeux clairs nous fixaient, passant de moi à Samir, puis de nouveau à moi. Il analysait. J'ai sorti le pistolet, je l'ai pointé vers lui, essayant de mettre toute la agra du monde dans ma voix.
Wesh, le vieux, tu vas être gentil? Tu nous laisses entrer? On veut juste discuter. Il n'a pas bronché. Il n'a même pas jeté un œil à l'arme que je tenais. Son regard est resté fixé sur le mien. Était un regard que je n'avais jamais vu. Pas de la peur, pas de la colère. Était un regard vide, froid, comme celui d'un animal qui évalue une menace. Il y avait une profondeur dans ses yeux, une histoire que je ne pouvais pas déchiffrer. Et ça a commencé à me mettre mal à l'aise. Samir, sentant mon hésitation, a pris le relais. Il a fait un pas en avant, menaçant. « T'as pas entendu? Ouvre la porte en grand et recule. Fais pas le malin, on n'a pas ton temps. » Le vieux n'a toujours rien dit. Il a juste hoché la tête, très lentement. Puis, il a fait un pas en arrière, nous laissant le passage pour entrer dans le couloir de sa maison. Son calme était anormal. Était terrifiant. J'ai senti le premier frisson de doute me parcourir l'échine. Quelque chose clochait. Les victimes sont censées crier, supplier, pleurer. Elles ne vous invitent pas à entrer avec un calme olympien. On est entré, Samir en premier, moi juste derrière, balayant la pièce avec mon arme. Le couloir était sombre, ça sentait la cire et le renfermé. Une odeur de maison de grands-parents. Mais l'ambiance était glaciale, pesante, comme si l'air lui-même était un ennemi. Le vieux a refermé la porte derrière nous. Et c'est là que tout a basculé. Le bruit. Ce n'était pas le son normal d'un pène qui entre dans une gâche. Était un clic métallique, lourd, puissant. Le son d'une serrure électromagnétique qui s'enclenche. Un son de prison, un son de piège. Et dans ce silence de mort, ce clic a résonné dans ma tête comme un coup de feu. Je venais de comprendre notre erreur. C'est à ce clic précis que j'ai tout saisi en une fraction de seconde. La panique a commencé à monter dans ma gorge, acide et brûlante. On n'était pas en train de cambrioler une maison. On venait de se faire enfermer dedans. La proie, n'était pas lui. Était nous. On était tombé la tête la première dans la gueule du loup. Et il venait juste de refermer sa mâchoire d'acier sur nous. Mon regard a croisé celui de Samir. J'ai vu la même lueur de panique dans ses yeux. Notre arrogance, notre confiance. Tout s'était évaporé en un instant, remplacé par une peur primitive, animale. On était piégés. Le vieux se tenait toujours là, immobile, à quelques mètres de nous, dans la pénombre du couloir. Et pour la première fois, j'ai vu un très léger sourire, presque imperceptible, se dessiner sur ses lèvres fines. « Tu aurais fait quoi à ma place? Tu cries? Tu tires? Tu essayes de défoncer la porte ?» On était paralysés. Le cerveau ne fonctionnait plus. On était passé du statut de prédateur à celui de proie en moins de 30 secondes. Le silence était assourdissant. Chaque seconde qui passait était une torture psychologique. On attendait. On ne savait pas quoi. Mais on savait que quelque chose d'horrible allait se produire. On avait merdé. Et puis, le chaos, un bruit assourdissant, une explosion venue du jardin, un « boum » qui a fait trembler les murs de la maison et vibrer mes tympans jusqu'à la douleur. J'ai tout de suite pensé à Driss et Youssouf. Un hurlement a suivi, un cri de douleur et de surprise, vite étouffé. Était la voix de Driss. Ils avaient marché sur quelque chose, un piège. Le plan du vieux se déroulait à la perfection. À l'intérieur, l'explosion a servi de signal. Le vieux a bougé. Et ce n'était pas le mouvement d'un homme de 72 ans. Il s'est jeté au sol avec une agilité et une vitesse qui défièrent la logique. Il n'a pas roulé. Il a pivoté sur lui-même, disparaissant de ma ligne de mire en une fraction de seconde. J'ai tiré par pur réflexe. La détonation du Tokarev dans le couloir étroit m'a rendu à moitié sourd. La balle s'est fichée dans le mur. Il était déjà sur Samir. Il a surgi de l'ombre comme un fantôme, une masse sombre et rapide. Il n'a pas frappé au visage, pas de coup de poing de bagarreur. Son mouvement était court, précis, presque chirurgical. Une clé de bras fulgurante, appliquée avec une force terrifiante. J'ai entendu l'os de l'épaule de Samir craquer, un son sec et horrible qui a fendu le silence. Samir a hurlé et a lâché sa bombe lacrymo. Inutile. Le vieux l'a désarmé et l'a projeté contre le mur en un seul mouvement fluide, comme s'il ne pesait rien. C'était une chorégraphie mortelle, répétée 1000 fois. Puis ce fut mon tour. J'ai essayé de le viser à nouveau, de réaligner le canon de mon arme, mais mes mains tremblaient. Mon cerveau n'arrivait plus à suivre sa vitesse. Il a foncé sur moi, pas de face, mais en biais, utilisant mon angle mort pour annuler mon avantage. Je n'ai senti qu'un choc violent à la gorge. Un coup de coude, sec et brutal.
L'air a été chassé de mes poumons dans un sifflement pitoyable. Je suis tombé à genoux, suffocant, essayant désespérément de reprendre ma respiration, des étoiles noires dansant devant mes yeux. Le pistolet m'a glissé des mains. Tombant sur le carrelage avec un bruit mat, j'y étais neutralisé, incapable de bouger ou même de crier, le corps paralysé par le choc. Je n'ai jamais vu une telle violence. Ce haine n'était pas une bagarre de rue, cette explosion de rage désordonnée qu'on connaissait si bien. C était autre chose. C était méthodique, efficace, dénué de toute émotion. Il ne frappait pas au hasard pour faire mal. Chaque coup était calculé, le genou, le coude, la gorge, les articulations. Il ne cherchait pas à tuer. Il cherchait à casser, à immobiliser. C était un professionnel, un soldat. La vérité m'a frappé en pleine gueule. Au sol, la tête me tournait. Le monde se réduisait à la douleur dans ma gorge et au son des gémissements de Samir. Dehors, plus un bruit. Driss et Youssouf avaient été traités de la même manière. J'en étais sûr, réduits au silence par un piège qu'il avait préparé. En moins de 60 secondes, notre équipe de rois du monde avait été démantelée, mise hors d'état de nuire par un seul homme, un retraité qui arrosait ses fleurs. Le vieux s'est approché de moi, sans se presser. Il a ramassé mon Tokarev, l'a examiné d'un œil expert, a retiré le chargeur et a éjecté la balle de la chambre avec un geste mécanique, puis il l'a mis dans la poche de son short de jardinage. Il m'a regardé, allongé par terre, pitoyable. Toujours pas de colère dans ses yeux. Juste une sorte de lassitude, comme s'il avait fait ça toute sa vie et qu'on n'était qu'une nuisance de plus. Il a posé son genou sur ma nuque, m'appliquant juste assez de pression pour que je comprenne que je ne devais plus bouger, que toute résistance était futile. Le combat était terminé. Samir avait le bras déboîté et pleurait silencieusement dans un coin, la hagra envolée. Moi, j'y étais plaqué au sol, le goût du sang et de la défaite dans la bouche. L'humiliation était totale, absolue, plus douloureuse que n'importe quel coup qu'il aurait pu me porter. En moins d'une minute, les rôles avaient été inversés de la manière la plus brutale qui soit. Nous n'étions plus les prédateurs, nous étions la proie, piégés et brisés. Le vieux lion Nehès s'était pas contenté de se défendre. Il nous avait chassés sur son propre territoire, avec une efficacité qui glaçait le sang. On n'avait pas simplement choisi la mauvaise maison. On avait sonné à la porte de l'enfer et le gardien nous avait accueillis. Le silence qui a suivi était pire que le bruit des os qui craquent. Un silence lourd, poisseux, seulement brisé par les gémissements étouffés de Samir, son corps tordu dans un angle impossible. Et puis, au loin, ce son, la mélodie de l'enfer pour nous, la sirène deux tons des keufs, d'abord un murmure, puis un hurlement qui déchire la nuit de Sainte-Foy, se rapprochant inexorablement. Il ne nous avait pas seulement battus, il avait orchestré notre chute finale. Les gyrophares bleus ont balayé le couloir, transformant la scène en un cauchemar stroboscopique. On a entendu les portières de la bagnole claquer, des ordres gueuler dans la nuit. La porte d'entrée, que le vieux avait dû déverrouiller, a volé en éclats sous un coup de bélier. Les mecs de la BAC ont fait irruption, armes au poing, casqués, prêts pour une prise d'otage. Ils s'attendaient à des tueurs, à un carnage. Ils ont trouvé un papy en short qui les attendait calmement. L'humiliation suprême. Au lieu de nous sauter dessus, les policiers se sont d'abord tournés vers le vieux, avec un respect que je n'avais jamais vu de la part d'un flic. « Ça va, mon adjudant-chef, ils ne vous ont rien fait ?» Le grade a claqué dans l'air comme une détonation. Adjudant-chef. Le mot a tout éclairci. Légion étrangère. Parachutiste. Un de ces monstres sacrés. Une machine de guerre de l'État. On avait essayé de cambrioler un putain de héros de guerre. Pendant qu'il le traitait avec une déférence de soldat, nous, on se faisait menotter brutalement, la gueule écrasée contre le carrelage froid. Les insultes fusaient, basses et méprisantes. Alors les caïds, on fait moins les malins maintenant? J'ai croisé le regard de Samir. La hagra, cette fierté de merde qui nous servait de colonne vertébrale, s'était brisée. Il n'y avait plus que de la honte pure. On était passé de prédateur à blague en l'espace d'une soirée. Au tribunal, ça a été une boucherie, une exécution en règle. Notre avocat a essayé de plaider la jeunesse, l'erreur, mais les faits étaient là, implacables. Cambriolage à main armée, en réunion, avec effraction. La version du vieux a été bue comme du petit lait, légitime défense. Personne n'a parlé des pièges, de la neutralisation militaire. On a pris 5 ans ferme. 5 ans pour méditer sur cette nuit où notre arrogance nous a conduits tout droit dans la cage du lion. Aujourd'hui,
10 ans ont passé, 10 putains d'années. Je ne suis plus à Corbas, on m'a transféré au Baumette, à Marseille. Je vois la mer depuis ma cellule, si je me tords le cou. L'odeur de Javel et de S a remplacé celle du shit et du kebab. Je ne suis plus Hakim, le fougueux. Je suis le matricule 8T7C152. Mes TN sont mortes depuis longtemps, tout comme la flamme que j'avais dans les yeux. Il ne reste que la cicatrice au-dessus de mon sourcil et le souvenir glacial de ce sol. Mon avocat m'a donné de ces nouvelles une fois, il y a des années. Le papy est toujours là-bas, à Sainte-Foy-les-Lyons. Il arrose toujours ses putains de rosiers. Parfois, la nuit, quand le silence est total, je l'imagine. Tranquille, dans son jardin, sous les étoiles. Il ne pense probablement plus jamais à nous. On n'a été qu'un petit contretemps dans sa soirée. Une nuisance qu'il a réglée avec l'efficacité d'un homme qui a vu bien pire. Nous, on a pris 10 ans. Lui, il a juste changé de Marcel. La leçon, je l'ai apprise à la dure, gravée dans ma chair et mon esprit. On se croyait au sommet de la chaîne alimentaire de la rue parce qu'on faisait peur à des civils et à des petits dealers. On confondait la agra avec la force. Mais ce soir-là, on a quitté notre monde pour entrer dans le sien. Et dans son monde, notre arrogance, nos armes de seconde main, notre grande gueule, ça ne valait rien. C'était du folklore, du bruit face au silence d'un vrai prédateur. Il existe une hiérarchie de la violence, et nous étions tout en bas de l'échelle, des enfants qui jouaient avec des pistolets à eau. On a voulu voler sa thune. Il nous a pris bien plus, notre fierté, notre avenir, nos illusions. On est entré chez lui en pensant être des loups affamés. On en est ressorti comme du bétail marqué au fer rouge, avec la certitude qu'il y aura toujours, quelque part, un lion endormi qu'il ne faut jamais, jamais réveiller.